Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce webinaire, premier webinaire du mois d'octobre qui va porter sur Orplast 3. Alors, je vois que vous êtes tous en train de vous connecter en même temps, donc je pense qu'on va prendre 2 minutes pour laisser arriver tout le monde. Donc, webinaire un petit peu particulier aujourd'hui puisque nous avons la chance d'avoir Léonard Boniface de l'ADEME qui va nous présenter le dispositif Orplast 3, comment cette édition va se présenter, quelles sont les entreprises qui sont concernées. Alors, d'ores et déjà, je tiens à vous préciser que vous pouvez prendre le support. Il est disponible en téléchargement. Normalement, sous vos écrans, vous avez un onglet documents à distribuer et il y a le support. Sinon, il sera disponible à partir de lundi avec le replay sur le site d'Alizé Plasturgie. Voilà. Du coup, je pense qu'on va couper nos caméras maintenant et puis on va laisser place à la présentation. Bon webinaire à tous. Ah non, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que vous pouvez poser des questions et on essaiera d'y répondre à la fin de ce webinaire. Normalement, on devrait en avoir pour un peu plus d'une demi-heure de présentation, mais ça devrait nous laisser un temps pour faire des questions et des réponses. Donc, n'hésitez pas. Et si jamais on n'a pas les éléments de réponse aujourd'hui, on refait ce webinaire dans 2 semaines. Et d'ici là, on devrait avoir tous les éléments qui devraient vous importer. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire à tous. Je te laisse la parole, Léonard. Merci beaucoup, bonjour à tous. Est-ce qu'on attend encore peut-être une petite minute pour Oui, on peut attendre faire ça. quelques personnes? On va commencer à 11h, Tout à fait. 11h03, c'est ça? Allez, faisons comme ça. Je sais pas si vous voyez mon visage ou pas, ou si je coupe ma caméra. Si? Ben, on les voit. Moi, je pense que je vais les couper. Je vais la couper là, maintenant, la mienne, pour préserver le réseau. Ça marche. Bon, je pense on va commencer. Alors déjà, merci à tous de vous être connectés à ce webinaire. Merci beaucoup à Alizé Plasturgie d'avoir organisé aussi ce webinaire. Pour nous, c'est aussi un vecteur important de diffusion et de communication de nos dispositifs auprès des cibles de ce dispositif, notamment les entreprises de la plasturgie, sachant que Orplast 3 est vraiment un dispositif dédié spécifiquement aux entreprises de la plasturgie. Je vais, à titre d'introduction, en fait, présenter quelques éléments de contexte à la fois assez macroéconomique et puis aussi assez réglementaire, puisque le contexte réglementaire est quelque chose qui évolue assez fortement et j'apprendrai à personne que dans le secteur du plastique, l'actualité est assez riche et c'est traduit notamment dans différentes réglementations et lois. Et je balayerai très rapidement les principales évolutions réglementaires et objectifs des lois, des différentes lois qui ont pu être votées récemment, avant de présenter le cœur j'allais dire, du dispositif qui est donc le cœur Orplast 3. Pour commencer, je voulais présenter quelques chiffres de production, la production de plastique dans le monde, pour descendre ensuite à une maille plus hexagonale. Le petit graphique en bas à gauche, il montre la progression de la production de plastique. Donc c'est une production qui a connu, on va dire, une petite crise en 2008 en termes de, si on parle juste de production, qui en connaît sans doute une actuellement également, mais qui globalement est sur un tendanciel de croissance très forte, avec aujourd'hui environ, en tout cas en 2017, c'était 350 millions de tonnes de plastique qui étaient produits dans le monde, dont à peu près 20% en Europe, donc 65 millions de tonnes en Europe. En termes de consommation et donc de transformation de résine, l'estimation de Plastics Europe, c'est en 2017 51 millions de tonnes de résine transformée en Europe et environ 10% en France, qui veut dire à peu près 5 millions de tonnes. Parmi les résines les plus répandues, on va retrouver les différents polyéthylènes, PEHD, PEBD, PET, le polypropylène, et puis ensuite viennent le PVC, le PS, voilà, les polyamides, l'ABS,
Donc voilà, mais c'est vrai que les principales résines qui sont produites sont quand même très PET, PE, PP. Les principaux secteurs consommateurs de plastique sont, et c'est pas non plus un scoop, le packaging avec à peu près 40% du tonnage en fait de plastique. Ça c'est des données de Plastics Europe encore, dont à peu près la moitié en post-consumer et la moitié en plastique industriel, d'emballage. Ensuite viennent la construction, le secteur de la construction, des équipements automobiles, les équipements électroniques, les équipements de loisirs, les objets domestiques, puis l'agriculture, notamment avec un secteur important de films de paillage, de bidons, etc. Si on fait un petit focus sur la France, comme je le disais, donc 350 millions de tonnes de résine produites dans le monde, 5 millions de tonnes transformées en France. On estime à environ 3,4 millions de tonnes la quantité de déchets plastiques produits en France, ce qui est considérable. Et on estime surtout qu'il y en a moins de 25% qui sont collectés, c'est-à-dire à peu près 800 000 tonnes de ces déchets qui sont collectés. Parmi ces déchets, on estime aussi en 2017, et ce chiffre a un petit peu bougé depuis à la hausse, que environ 300 000 tonnes sont régénérées et réincorporées dans le cycle de production français. Donc on peut un petit peu mettre en regard ce chiffre de 300 000 tonnes euh, à la quantité de déchets plastiques euh, qui sont potentiellement, normalement, qui pourraient être collectés, triés, régénérés, qui est de 3,4 millions de tonnes, et on est quand même sur un chiffre, ou en tout cas l'ordre de grandeur, c'est à peu près 10%, ce qui est pas très très élevé. Néanmoins, ce chiffre de 300 000 tonnes, aujourd'hui, on estime qu'il est plutôt autour de 550 000 tonnes. Mais on a du mal à consolider ces chiffres-là, notamment parce que on n'a pas de données individualisées par entreprise et que ces données sont essentiellement issues du syndicat des régénérateurs de plastique, SRP, qui eux-mêmes ne représentent pas 100% des régénérateurs de plastique. Donc voilà, on a, je pense, un enjeu aussi à mieux connaître et à mieux faire valoir le fait que ces matières, en tout cas le pourcentage de matières qui sont réincorporées dans le cycle de production français. Et puis un chiffre aussi important, mais qui est un chiffre plutôt de bilan CO2. Pour une tonne de matière première recyclée, on économise 3 tonnes équivalent CO2 d'émissions dans l'atmosphère. Donc c'est un bilan quand même qui est extrêmement positif euh, et qui doit aussi faire l'objet d'une valorisation. En tout cas, on peut valoriser ce bilan-là. Après ces quelques chiffres, je voulais faire un petit focus sur la réglementation, alors très rapidement, hein, parce que je veux dire, si on faisait un webinaire sur ce sujet, on pourrait passer peut-être l'ensemble d'un webinaire à parler de ça. Mais globalement, aujourd'hui, une actualité forte sur les plastiques, avec notamment une directive plastique à usage unique au niveau européen, qui a fait l'objet d'une transcription dans la loi française, notamment dans le cadre de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, AGEC. Attention, je suis désolée de t'interrompre, mais on a perdu ton écran. Voilà, Ah, on est reparti pardon, sur la... c'est- Ça y est, c'est désolé. bon. Super, C'est bon? merci. Désolé, j'ai dû cliquer sur un mauvais bouton. C'est bon, c'est Donc parfait. cette directive donc plastique à usage unique a été transposée dans la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire dans un temps assez court. Au niveau européen, il y a également l'ambition de taxer en fait les États en fonction de leur performance de recyclage, donc taxer les plastiques non recyclés. Donc, ce qui encourage aussi les États européens à augmenter ce taux de recyclage et à diminuer en tout cas le volume de déchets qui ne seront pas recyclés.
Au niveau français, en août 2015, ça remonte un petit peu, mais il y avait une ambition de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, qui est une loi qui avait été faite voter par Ségolène Royal, qui avait une ambition essentiellement sur la diminution de la mise en décharge des déchets, réduire de 50% la mise en décharge d'ici 2025. La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, que je vais appeler AGEC, qui a été votée en février 2020, beaucoup plus récemment, a un volet autour du plastique et des emballages en particulier très étendu, que je vais très rapidement détailler. Déjà, cette loi AGEC, elle a pour objectif de mieux collecter, mieux utiliser et mieux recycler les plastiques. Et elle place certaines ambitions qui pour certaines peuvent paraître difficilement atteignables. Mais en tout cas, elle a l'ambition de tracer un chemin vers un horizon à moyen terme où l'utilisation des plastiques va être totalement revue. Alors c'est parfois difficile et ça secoue beaucoup les industriels parce qu'en fait, effectivement, dans l'ambition de cette loi, il y a beaucoup d'emballages, par exemple, qui devront ne plus exister à moyen terme. Et il y a beaucoup de nouveaux emballages, en fait, qui vont exister à moyen terme aussi, mais qui seront des emballages qui ne seront plus à usage unique. Une ambition que tout le monde s'accorde à considérer comme non atteignable, c'est de recycler 100% des plastiques en 2025. Une ambition néanmoins plus atteignable, c'est d'atteindre la fin de la mise sur le marché d'emballages en plastique à usage unique d'ici 2040, avec d'ici là la nécessité de tracer la voie, en tout cas de déterminer quel sera le chemin à suivre pour que cet objectif et cette ambition ne soient pas simplement une ambition dictée par une loi, mais fasse l'objet d'un plan d'exécution pour enfin pouvoir atteindre cet objectif. Sur les bouteilles en plastique, par exemple, il y a des ambitions sur la réduction du nombre de bouteilles en plastique à usage unique mises sur le marché de 50% d'ici à 10 ans. Donc réduire le nombre de bouteilles, hein, c'est quand même quelque chose qui va peser sur les metteurs en marché. Atteindre un taux de collecte pour recyclage de 90% en 2029, avec une étape à 77% en 2025. Sachant qu'aujourd'hui, le taux de collecte de ces bouteilles est de 55% environ et a relativement atteint une sorte de plafond que différentes mesures aussi vont permettre de dégoulotter, si je peux le dire. D'une part, l'extension des consignes de tri, c'est-à-dire le fait d'avoir un message auprès des consommateurs beaucoup plus clair sur qu'est-ce qu'un emballage et où est-ce qu'il doit être dirigé, c'est-à-dire tous les emballages dans la poubelle jaune, qu'on arrête de se poser des questions métaphysiques sur la nature de chacun des emballages pour enfin finalement décider de tout mettre dans la poubelle noire. Donc là, l'idée, c'est de vraiment diriger le maximum d'emballages vers la poubelle jaune, de déployer la tarification incitative, qui est une façon de faire payer en fait la taxe d'ordures ménagères aux particuliers en fonction de sa performance de tri, et puis également d'expérimenter et voire déployer un système de consignes pour réemploi et recyclage. Et donc ces trois actions cumulées et complémentaires devraient permettre d'augmenter de façon significative le taux de collecte de ces plastiques pour boissons, mais en fait le taux de collecte en général de tous les plastiques d'emballage. Après, il y a des ambitions sur les emballages réemployés mis en marché, avec des objectifs également qui sont cités ici, et de suivre justement la mise en œuvre de ces politiques de réutilisation et d'emballage réemployé,
et de mettre en place également d'autres filières de collecte sur des secteurs d'activité qui pour l'instant ne font pas l'objet de filières très organisées. On pense notamment au secteur du BTP et des emballages industriels et commerciaux. J'en cite deux, mais en fait, il y a énormément d'autres filières qui vont faire l'objet d'évolution et d'organisation de collecte et de valorisation. J'en viens enfin au plan de relance qui a été annoncé le 3 septembre dernier. Dans ce plan de relance, il y a une pleine page qui concerne de façon très spécifique le secteur du recyclage des plastiques. Alors, le recyclage des plastiques, ça parle effectivement de régénérer les plastiques, mais ça parle surtout de réincorporer ces plastiques régénérés dans le circuit de production et de distribution hexagonale, ou pas hexagonale d'ailleurs, mais en tout cas de réincorporer ces plastiques régénérés. Donc parmi ces 4 mesures qui sont citées ici, les 2 premières sont vraiment à destination des plasturgistes. La troisième est une aide aux régénérateurs de plastique qui actuellement, compte tenu de la conjoncture économique et notamment du prix des matières premières vierges, subissent de plein fouet, on va dire une crise, notamment sur leur plastique régénéré. Donc leurs plastiques sont relativement onéreux par rapport aux vierges. En tout cas, s'ils les vendent moins cher que que le prix auquel ils les vendent, globalement, ils perdent de l'argent. Donc, ils ont des coûts de régénération qui sont supérieurs à leur prix de vente. Donc, il y a une enveloppe de 16 millions d'euros qui sera dédiée aux régénérateurs. Et puis, il y a un soutien important qui sera dédié au recyclage chimique des plastiques. Ce recyclage chimique, il a pour ambition de compléter le recyclage mécanique des plastiques qui aujourd'hui est la principale technologie de régénération de plastique. Donc aujourd'hui, on va aborder les 2 premières mesures de ce plan de relance, enfin de cette fiche plastique du plan de relance, puisque ces 2 mesures sont en fait intégrées dans cet appel à projet Orplast 3, c'est même l'ensemble de Orplast 3. Avant de décrire le Orplast 3, un petit bilan quand même sur Orplast 1 et 2. Pour ceux qui ne sauraient pas, il y a eu déjà 2 éditions d'Orplast, qui a été lancée en 2016, puis refaite en 2018, répétée en 2018, et qui a permis de soutenir 125 projets pour un montant total d'aide de 28 millions d'euros. Donc un investissement massif sur des actions similaires à celles que je vais décrire, et qui a permis donc d'augmenter l'incorporation de matières premières dans des produits. On l'a constaté particulièrement dans les secteurs automobiles et BTP, mais également dans d'autres secteurs, notamment l'emballage et les bouteilles plastiques, etc. On a aussi profité de cette année 2020 pour réaliser une enquête auprès des bénéficiaires de Orplast 1 et 2 pour évaluer quels étaient les principaux bénéfices qu'ils avaient retirés de ce dispositif. Le premier, sans grande surprise, mais c'est quand même rassurant de voir qu'un dispositif atteint son objectif, c'est d'avoir pu augmenter l'utilisation de matières premières de recyclage et d'utiliser de nouvelles matières premières de recyclage. Deuxième principal bénéfice, avoir retiré un avantage concurrentiel d'avoir pu d'une certaine façon, parfois en avance de phase, expérimenter l'incorporation de ces matières et avoir pu le faire valoir auprès de donneurs d'ordre qui, en plus dernièrement, ont été très actifs à demander à leurs fournisseurs des solutions, justement, leur permettant d'augmenter ces matières-là dans les produits. Et puis le troisième principal bénéfice, c'est la création d'emplois dans ces entreprises.
dû justement à ces nouvelles filières, en tout cas cette incorporation plus importante de produits qui a souvent fait gagner des marchés. Parmi les principales difficultés rencontrées, des difficultés techniques avant tout, sont mentionnées par 60% des bénéficiaires. Alors c'est pas tout à fait étonnant puisque c'est vraiment aussi l'objet d'Orplast de partager et de couvrir partiellement le risque technique que prennent les entreprises à expérimenter et à essayer de mettre davantage de matières premières. Deuxième principale difficulté rencontrée, c'est une difficulté liée aux approvisionnements, à la fois en qualité et en quantité. Donc là, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais effectivement, sur certaines résines, certains grades, il y a des difficultés d'approvisionnement. Et puis enfin, ce qui est intéressant, c'est de noter surtout que l'aspect économique qui pourrait, qui pourrait éventuellement constituer une barrière importante pour certains bénéficiaires, finalement arrive vraiment très en retrait dans ce que citent justement ces bénéficiaires en termes de principales difficultés rencontrées. Il y a uniquement 10% des bénéficiaires qui indiquent que l'aspect économique, notamment lié à l'incorporation de matières premières recyclées, a été une difficulté rencontrée. Donc voilà, c'est simplement, ça met vraiment en exergue le fait que les principales difficultés, c'est des difficultés techniques et des difficultés d'appro. J'en viens à la description des différents axes de cet appel à projet. Cet appel à projet, il a pour ambition d'aider les entreprises à expérimenter et à faire des tests pour augmenter la matière première de recyclage dans les process de production, et notamment de financer des tests pour tester justement des taux plus importants ou simplement commencer à mettre un pied dans les MPR. Et également, alors ces études, elles peuvent être réalisées soit en interne, c'est l'objet de l'axe 1.1, soit en externe, c'est-à-dire faire appel à une prestation externe pour assister l'entreprise dans la réalisation de ces essais. Et c'est l'objet de l'axe 1.2. Mais l'axe 1, d'une façon générale, ce qu'il faut retenir, c'est un axe qui a pour objet vraiment de soutenir les études de faisabilité et les diagnostics, et aussi pouvoir accompagner des démarches d'éco-conception sur des produits ou sur des process. L'axe 2, qui vient en aval de ces études de faisabilité, c'est une aide à l'investissement sur des investissements qui visent à modifier les systèmes de production pour les rendre compatibles avec des matières premières de recyclage pour les entreprises qui n'en intègrent pas, ou à permettre d'augmenter la part de MPR dans ces process. Est-ce qu'il y a des conditions préalables pour les entreprises de plasturgie qui souhaitent soumettre un projet? Pour l'axe 1, il n'y en a pas, c'est-à-dire qu'on a vraiment pour ambition d'accueillir toutes les entreprises qui souhaitent mettre un pied dans les MPR ou qui ont déjà un pied dans les MPR et qui souhaitent en mettre un second. Et donc de continuer en fait à travailler sur ces aspects de compatibilité de matière avec des process et avec les cahiers des charges des donneurs d'ordre. Et puis pour les aides à l'investissement, on va avoir une condition préalable, c'est que des études aient pu être réalisées justement en amont pour dimensionner ces équipements. Ces études, elles peuvent être réalisées en fait également dans le cadre de l'axe 1. Donc en fait, vous avez la possibilité de proposer un projet qui intègre à la fois des études de faisabilité et également une demande d'aide à l'investissement
pour des investissements qui seront affinés par le résultat de l'étude de faisabilité. Donc voilà, on n'a pas ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas vous demander de faire un dossier pour l'axe 1, puis un an plus tard, un deuxième dossier pour l'axe 2, mais que vous pouvez faire un seul dossier en intégrant l'ensemble des deux axes. Donc ça nous pose pas de difficulté. Une précision tout de même sur des projets qui ne sont pas éligibles. Donc les projets de négoce ne sont pas éligibles, les projets de régénération de résine ne sont pas éligibles. On a un dispositif à part en fait qui s'appelle Aura déchets qui vise à soutenir des capacités supplémentaires de tri ou de régénération de plastique. Donc ça ne fait pas l'objet d'Orplast. Et puis dernier point, les dossiers qui portent sur le recyclage interne des chutes de production, des carottes d'injection, des pièces non conformes ou des purges ne sont pas non plus éligibles. On a vraiment pour ambition de soutenir une filière où la matière première est une matière première externe. Quelles sont les entreprises qui peuvent être accompagnées? Aujourd'hui, le dispositif Orplast, il est ouvert exclusivement aux PME situées sur le territoire français qui utilisent des matières premières plastiques, intégrant du recyclé ou non intégrant, pour l'instant pas. La définition de la PME, je renvoie vers un lien de la Commission européenne qui l'a redit, parce que j'ai toujours des interrogations de certaines entreprises qui parfois se considèrent comme des PME, mais qui au sens européen ne le sont pas. Pour un petit rappel, une PME, elle est définie à la fois par sa taille, c'est-à-dire son effectif, son chiffre d'affaires et son bilan, comme le décrit le petit tableau en dessous, mais elle est également définie par ses ressources et en particulier par son actionnariat. Si je le fais très rapidement, une entreprise filiale d'un grand groupe, c'est-à-dire dont un grand groupe possède plus de 50% du capital de l'entreprise, est considérée elle-même comme une grande entreprise. Voilà, il y a une subtilité lorsque un grand groupe possède entre 25 et 50% du capital d'une entreprise qui répond aux critères de taille qui sont cités dans le tableau. Et puis en dessous de 25%, il peut être considéré que l'entreprise est indépendante de son actionnaire, qui est une grande entreprise. Donc voilà, après, je suis toujours disponible pour répondre à ces questions-là, mais généralement, généralement, les entreprises savent si elles sont PME au sens européen ou si elles ne le sont pas. Et je suis disponible aussi pour répondre à des questions sur le sujet. Le document de la Commission européenne est assez complet quand même sur le sujet. Normalement, il n'y a pas beaucoup de doutes à la fin de sa lecture. Comme je le disais tout à l'heure, et je le répète, et je pense que c'est vraiment important, l'objectif d'Orplast, c'est de susciter une envie pour les plasturgistes de mettre un pied dans le domaine des MPR ou de mettre le deuxième dedans. Donc on est vraiment ouvert à l'ensemble des entreprises de la plasturgie, qu'elles utilisent ou qu'elles n'utilisent pas encore de MPR. Ça, c'est vraiment important. Et cette slide, c'est simplement pour le rappeler, et on les accompagne autant qu'elles sont, autant sur la phase d'étude que sur la phase d'investissement. Comment monter et soumettre votre projet? Alors, la première chose à faire, j'ai envie de dire, c'est de prendre contact avec l'ADEME. L'ADEME, c'est pas forcément moi. Moi, je serai le contact de toutes les entreprises qui ont un projet en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais à la dernière page de l'appel à projet, et j'ai une slide d'ailleurs sur ce sujet-là,
vous trouverez les contacts de l'ADEME, quel que soit l'endroit où vous vous situez sur le territoire. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec votre interlocuteur de l'ADEME local, si possible un petit peu avant l'une des échéances de l'appel à projet, en présentant succinctement en quoi consiste votre projet, et on sera en capacité de vous dire que ça convient parfaitement avec la philosophie et le texte de l'appel à projet. Ensuite, vous déposez le dossier en ligne à l'adresse qui est indiquée ici, en complétant des données administratives qui permettront des aspects contractuels, et puis un volet technique, un volet financier qui sont pas très compliqués, et une fiche hors plast qui indique, pour nous va avoir une vocation de suivi de la quantité de matières premières que vous allez viser, en indiquant aujourd'hui qu'est-ce que vous utilisez comme matière première et qu'est-ce que vous visez à utiliser à la fin du projet pour pouvoir évaluer l'impact du dispositif sur chacun des projets. Votre projet il sera évalué sur différents critères qui sont d'une part la politique de l'entreprise et son inscription dans une démarche de long terme qui vise à modifier ses pratiques, notamment sa politique sur l'augmentation du taux de MPR dans ses produits, l'impact économique et social que pourrait avoir le projet en termes de création d'activités, d'emplois, la recherche d'un principe de proximité, notamment concernant l'approvisionnement en matières premières régénérées. On sera assez vigilant, en tout cas on sera particulièrement bienveillant pour les projets qui cherchent à créer des boucles les plus courtes possibles de régénération de matières premières, sans que ce soit un critère discriminant. Puisque pour beaucoup de matières, en tout cas certaines résines, il y a simplement pas de disponibilité dans un rayon proche. L'organisation du projet, bon, alors là, ça sera essentiellement la description que vous ferez dans l'annexe projet, enfin dans le dossier technique du projet, et puis éventuellement d'autres démarches environnementales que l'entreprise a engagées, notamment en termes d'éco-conception, de gestion de déchets, de MFCA. Alors MFCA, c'est une méthodologie de comptabilité des différents flux de l'entreprise qui peut être aussi intéressante. Et puis l'impact enfin de l'intervention publique, quel est le caractère incitatif de l'aide publique. Pour les PME, c'est un critère qui se pose nécessairement moins que pour une grande entreprise. Les taux d'aide sont indiqués ci-après. Je ne vais pas les décrire, mais ils sont relativement élevés. Alors c'est des aides maximales, mais c'est vrai qu'il y a une ambition, je pense, et une volonté d'être assez incitatif et donc d'octroyer des taux assez élevés. Donc voilà, vous pouvez considérer ces taux comme pouvant être atteignables dans vos dossiers de demande d'aide. Quelles sont les dépenses éligibles? Alors c'est une petite slide parce que c'est vrai que sur la slide précédente, on vous renvoie vers des ressources qui sont pas forcément très faciles à synthétiser pour déterminer quelles sont les dépenses qui sont éligibles pour les différents axes. Pour l'axe 1, qui sont essentiellement des dépenses internes d'études, on va considérer des coûts de recherche, développement, innovation, donc essentiellement des frais de personnel, à la fois chercheurs ou techniciens, du temps d'immobilisation de l'outil de production, ça c'est quelque chose aussi que vous pouvez présenter, des prestations externes de personnel ou de cabinet, notamment une assistance externe, donc qui sera essentiellement de la sous-traitance, la dotation aux amortissements des équipements qui seront utilisés lors de ces phases d'essai ou de test, et puis des frais généraux additionnels qui sont ici
forfaitaires qui représentent 25% du reste des autres dépenses. On peut également prendre en compte des frais de certification de dépenses. C'est vrai que c'est plus facile parfois de présenter des dépenses qui sont certifiées par un commissaire aux comptes. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on peut subventionner, en fait, en tout cas intégrer dans les dépenses prises en compte. Pour l'axe 1-2, qui sont des coûts externes d'études, on a deux types d'études possibles. Il y en a une, c'est un diagnostic, c'est-à-dire faire l'état des lieux de ce que fait l'entreprise actuellement et de ce qu'elle est en capacité de faire, et de proposer différents scénarios et différentes solutions qui peuvent être envisagées. Et je pense que le cas qui se présentera le plus souvent, c'est plutôt des études de faisabilité, donc l'étude permettant d'accompagner le maître d'ouvrage dans la réalisation de projets, notamment de détermination de sa faisabilité. Donc on va appeler ça une étude de faisabilité. Et là, le plafond de coût, c'est 100 000 € qui peut être subventionné jusqu'à 70%. Et enfin, sur l'axe 2, qui sont de l'aide à l'investissement, il n'y a pas de seuil ou de plafond, hein, de coûts à présenter. Les investissements qui mettront en œuvre des opérations qui permettront d'augmenter ou de permettre les MPR sont pris en compte. On va se retrouver devant deux cas de figure. Si on arrive en tout cas, si on est en capacité de pouvoir identifier un équipement spécifique ou des équipements spécifiques à l'incorporation de matières premières de recyclage, l'intégralité de ces équipements pourra être considérée. Et puis si, par exemple, on prend le cas de figure où vous investissez dans une nouvelle ligne d'injection, par exemple, qui a l'ambition d'intégrer X% de MPR, l'assiette, c'est-à-dire le montant des investissements retenus, sera pondéré par rapport au pourcentage de matières premières de recyclage que permettra cet équipement. Par exemple, si vous faites une ligne d'injection dans laquelle vous mettez 30% de MPR, on va considérer 30% du montant de l'équipement comme étant subventionnable. Voilà. Cette dernière slide pour vous indiquer les contacts qui sont les vôtres. Je suis désolé, je vois que le temps passe et je vais essayer d'accélérer. Ces données sont aussi en dernière page du texte de l'appel à projet. Avec Marion Chisclin d'Alizé Plasturgie, on voulait vous faire aussi deux informations. La première sur le dispositif EcoFlux qu'on vous encourage fortement à aller voir. C'est vraiment un dispositif très complémentaire et en plus très spécifique aux PME qui a pour objectif de vous faire des économies en faisant un diagnostic et un bilan complet de vos consommations de différents flux, énergie, eau, matière, déchets, pour un prix qui est largement subventionné par l'ADEME à hauteur de 75% et donc relativement, on va dire une contribution relativement faible pour l'entreprise et qui a permis déjà dans le passé de pouvoir générer des économies dans 60% des entreprises qui ont fait l'objet de ce diagnostic de plus de 300 € par an par ETP, par salarié, et dans 80% de plus de 180 € par an. Donc voilà, c'est pour vous mettre un petit peu en visibilité ce dispositif qui peut vous intéresser. Et Marion, je te laisse Oui. décrire cette dernière initiative. Oui, alors merci beaucoup pour ton intervention. Je vais avoir des questions pour toi juste après. Je souhaitais terminer cette présentation par vous présenter le label MORE. Alors, je pense que dans ceux qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui le connaissent quand même. C'est un label qui a été, pour la faire brève, qui est porté par la Fédération et également par d'autres États dans l'Union européenne et qui vise à valoriser justement votre action lorsque vous incorporez des matières plastiques recyclées. Donc voilà, si jamais vous incorporez déjà des matières plastiques recyclées ou si vous allez le faire grâce au dispositif hors place, pensez au label MORE, le label qui a été monté par la Fédération, mais pour vous aider à valoriser
ces actions que vous mettez en place et qui, accessoirement, nous permet aussi d'avoir des données, puisque du coup, ce que Léonard disait au début, hein, c'est que c'est difficile pour nous de savoir exactement quelles sont les matières utilisées en France, celles sur lesquelles on aurait plus de besoins. Et du coup, via le label, nous, ça nous permet d'avoir ces éléments-là et de pouvoir les avancer auprès du gouvernement. Voilà. Je vous propose qu'on passe peut-être un peu aux questions. Alors, Léonard, donc on a eu déjà une première question. Est-ce que les matières biosourcées, elles peuvent être éligibles au dispositif Orplast? Il n'y a rien qui l'empêche foncièrement, c'est-à-dire si vous trouvez un flux de matières déchets, enfin MPR biosourcées et envisager une filière de régénération, enfin de réincorporation plutôt de ces matières régénérées, il n'y a rien qui l'empêche. Ok, donc on part vraiment sur du biosourcé recyclé, d'accord? Donc Ce on n'est serait pas ça. sur du biosourcé. Ok, Voilà. très bien. Par contre, Ensuite, si on c'est a juste eu... incorporer de la matière première biosourcée vierge, ça ne sera pas éligible, ça c'est sûr. Voilà. Mais par contre, Tout c'est à vrai qu'il y a fait, un on est enjeu bien. très fort sur le biosourcé à enfin en tout cas trouver des filières de régénération parce qu'il n'en existe pour l'instant pas. Ouais. Et du coup, ça, si vous arrivez à avoir une initiative locale, parce que c'est vrai que parfois, selon les territoires, vous pouvez tout à fait être avec les industries qui sont à côté de vous dans vos zones, vous pouvez avoir des initiatives locales qui peuvent être supportées par un dispositif comme Orplast. Ok, très bien. Ensuite, on avait une question sur les dispositifs médicaux. Donc, c'est une question qui est un petit peu générale. Est-ce que, au niveau de la réintégration des matières plastiques recyclées dans les dispositifs médicaux, aujourd'hui, est-ce qu'on a des obligations? Est-ce que c'est une possibilité? Est-ce que c'est encore exclu de la réglementation? Moi, il me semble que les dispositifs médicaux, pour l'instant, ils sont pas trop soumis, hein, quand même, hein. La loi 2020, elle met quand même des exceptions sur les dispositifs médicaux parce qu'on sait justement que c'est des plastiques qui sont quand même relativement techniques et qui nécessitent la conformité à certaines normes et qu'aujourd'hui, en recyclé, on ne trouve pas forcément. Enfin, c'est bien ça. Absolument. Je ne suis pas rentré dans le détail Ouais. effectivement des exceptions. C'est vrai que chaque mesure aussi a ses exceptions et ça en fait partie. Voilà. Et je pense Ok, que vous très bien. connaissez, enfin ceux qui Après, le... Vas-y, je t'en prie. non, vas-y. Non, non, je voulais simplement dire que ce sont avant tout les donneurs d'ordre qui commercialisent ces dispositifs médicaux qui savent très précisément quelle est la réglementation applicable sur ces dispositifs et effectivement qui l'ont fait valoir dans le cadre des négociations sur la loi pour exempter certains produits de l'obligation d'incorporation de matières premières recyclées. Mhm, tout à fait. Après, enfin voilà, enfin, ce qu'on peut dire aussi, c'est que la question elle reste ouverte aujourd'hui. D'ici 2025, on aura tout un nouveau flux aussi de matières grâce à des dispositifs comme celui-là. On va aussi avoir des matières plastiques recyclées avec une qualité qui va être vraiment améliorée de chaque année. Et donc, enfin, peut-être qu'à terme, on aura la possibilité déjà plus facilement, aussi bien technique que réglementairement, d'intégrer plus de matières plastiques recyclées, y compris dans les dispositifs médicaux. Et peut-être que c'est quelque chose qui évoluera dans les prochaines années. Mais ça, on n'en est pas encore là. Donc ensuite, j'avais une question à laquelle je pense on a pu répondre. À qui est-ce qu'on adresse les demandes? Est-ce que c'est l'ADEME qui est le guichet pour ces aides? Donc là, je vous confirme tout à fait, Monsieur Cottard. Donc c'est bien l'ADEME qui est le guichet pour ces aides. Et donc, vous avez eu en dernière page les contacts régionaux. Voilà. Ensuite, on a des questions sur qu'est-ce qu'on peut intégrer dans la demande hors place. Donc, est-ce que, par exemple, de la sous-traitance de qualification avec une école d'ingénieurs serait éligible? Ou alors, pareil, est-ce que des équipements de test ou des qualifications des matières plastiques recyclées pourraient être éligibles au dispositif d'aide? Alors sur sous-traiter effectivement à une école ou tout autre organisme public ou privé dans le cadre de l'étude est tout à fait éligible. En tout cas dans l'axe 1, il n'y a aucun souci. Ok. La deuxième catégorie de couches, excuse-moi, je l'ai raté. Alors, c'est si on investit dans des équipements de test et de qualification des matières plastiques recyclées. Alors on va pas faire de l'équipe, on va pas équiper un laboratoire. Euh, Mhm. Par contre, ce qu'on peut prendre en compte, c'est l'amortissement d'un équipement d'un laboratoire dont se sera doté par exemple une entreprise qui vient d'investir ou qui a investi depuis longtemps dans un laboratoire. On pourra considérer, c'est ce que je note ici, la dotation aux amortissements. On pourra considérer les amortissements qui sont liés à l'utilisation de ces équipements dans le cadre du projet.
D'accord, ok. Bon, ça reste quand même très intéressant. Ensuite, on a une dernière question. Alors ça, je pense que j'ai la réponse. Est-ce que l'importation des matières, donc PCR, pour l'utilisation en France et pour l'Europe est éligible ou est-ce qu'il faut une source en Europe? Alors, de toute façon, cette édition de Hors-Plast-là ne va pas financer l'acquisition de matières plastiques recyclées. Donc, je pense que la réponse à cette dernière question est non. Alors, on ne Peut-être- finance pas l'acquisition. Après, on encourage l'incorporation de matières premières de recyclage. Après, comme je vous indiquais tout à l'heure, on n'a pas exclu le fait d'utiliser des matières premières qui proviendraient euh, d'un- de loin. En revanche, dans l'appréciation des projets, on va rechercher un principe de proximité. Donc, si effectivement, toutes vos matières premières supplémentaires de recyclage, elles proviennent de Malaisie. Voilà, on va quand même se poser des questions. En tout cas, si en plus, nous, on a connaissance de ressources localement. Après, évidemment, sur certaines matières régénérées, il y a des tensions d'approvisionnement et qui peuvent aussi justifier le fait de s'approvisionner loin. Donc, ça sera toujours considéré au cas par cas. D'accord. J'ai une dernière question. Est-ce que, par exemple, le lancement d'un nouveau projet, comme une PME qui ferait du recyclage de plastique, juste pour la préparation de granules et le nettoyage de ces granules, serait éligible à Hors-Plast? Non, Non. non, non. Ok. En fait, Par contre, il faut savoir que dans le plan de relance, on a d'autres dispositions pour ce genre d'organisation. bah, en fait, le fonds Mhm. économie circulaire que gère l'ADEME a un dispositif notamment qui s'appelle Aura Déchets qui va être relancé là prochainement, qui fait de l'aide à enfin qui existe depuis 10 ans, hein, donc ça fait longtemps qu'on Mhm. finance ce type d'équipement. On finance effectivement les entreprises qui font du tri, de l'extrusion pour refaire des granulés, mais c'est vraiment les régénérateurs en l'occurrence, et ces régénérateurs ne font pas l'objet de la cible d'Orplast. Voilà. Orplast est vraiment sur la demande. On est là pour stimuler la demande en matières premières régénérées et d'autres dispositifs de l'ADEME existent pour, on va dire, favoriser l'offre, c'est-à-dire soutenir les régénérateurs pour augmenter euh, ces capacités de régénération. Très bien, parfait. Eh bien, écoute, je pense qu'on a répondu principalement aux questions. Après, pour les questions qui sont un petit peu plus spécifiques, n'hésitez pas de toute façon à nous envoyer un mail. Vous avez mes coordonnées et puis on reviendra vers vous sur ces sujets-là. Et je vois qu'on est à peu près dans les temps. Du coup, je pense qu'on va se laisser. Donc, comme je vous disais, donc déjà un grand merci pour ce webinaire. J'espère que ça vous aura apporté des réponses. J'espère que vous allez être nombreux à nous déposer des dossiers. Et du coup, dans 2 semaines, on refait un webinaire sur ce sujet-là. Et n'hésitez pas, si entre-temps vous avez des questions sur certains dossiers particuliers, ça nous permettra d'enrichir aussi cette présentation. Voilà. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous.